me suis rendue au concert avec mon compagnon. C'était son anniversaire la veille, donc ça faisait partie de ses cadeaux. Mauvais cadeau, je pense. Et donc, à un moment donné, pendant le concert, j'entends des bruits. Et pour moi, c'est des pétards. Hein. Et pour moi, ça fait partie du show. Et je me dis que la surprise est super. Et je comprends vraiment pas ce qui se passe. Donc je vois les gens tomber les uns sur les autres dans la fosse. Et je me rappelle me dire, c'est magnifique, j'assiste à un flash mob, j'étais pas au courant. Et c'est génial de pouvoir assister à ça, quoi. Et puis à un moment donné, je vois dépasser petit à petit une tige en métal. Et je me retrouve nez à nez avec un des tireurs. Je hurle après les gens pour que les gens remontent. Et on se retrouve à 40 dans une loge. Et on ferme la porte sur des gens, en fait, qui sont dehors parce qu'on n'a plus le choix. Et après, on a attendu 3 heures dans le noir avec un terroriste qui revenait régulièrement pour nous dire qu'on ne sortirait pas vivant. Et on est sorti à 1h moins le quart. Et quand on est sorti, là, ça a commencé à être compliqué. On est passé par l'intérieur de la salle, on a vu tout ce qu'on a vu. On a mis le premier pied dehors et là, la première chose que j'ai dit à mon compagnon, c'est le début des emmerdes commence. « 15 septembre 1974, Drugstore Saint-Germain-des-Prés. L'explosion d'une grenade fait 2 morts et 34 blessés. 22 avril 82, rue Marbeuf, une voiture piégée explose, 1 mort, 63 blessés. 9 août 82, rue des Rosiers, un commando fusille les consommateurs dans un restaurant, 6 morts, 22 blessés. 17 septembre 82, rue Cardinet, une voiture piégée se désintègre, 91 blessés. 23 février 85, boulevard Haussmann, une bombe éclate dans le magasin Marks & Spencer, 1 mort, 14 blessés. 7 décembre 85, dans les grands magasins des Galeries Lafayette et du Printemps, des bombes incendiaires brûlent grièvement 35 personnes. 20 mars 86, dans la galerie Point Chaud aux Champs-Élysées, un engin explosif est mis à feu à 18h, 2 morts, 28 blessés. La série culminera le 17 septembre 86, rue de Rennes à Paris. 7 morts, 55 blessés. Vers 17h30, nous étions en voiture et il y a eu un flash d'information disant qu'il y avait une explosion dans le métro à Saint-Michel. Et tout de suite, j'ai pensé, mais ma fille, c'est à cette heure-là qu'elle prend le métro en règle générale. Et mon mari m'a dit, mais non, mais non, tout à l'heure on va rentrer, on va l'appeler, pas de problème. Et puis le temps a passé, on entendait des informations disant qu'il y avait des morts, disant que c'était vraisemblablement une bombe. Et c'était en queue de métro. Alors je me suis dit, bon, Véro ne monte pas en queue, elle ne devrait pas être concernée. Comme très souvent dans ces cas-là, il y a d'abord eu un déni. Tant qu'on n'a pas l'annonce définitive du fait qu'il n'y a pas de survivants, on y croit toujours. J'avais vu ma fille le vendredi 13 novembre. On avait échangé quelques mots, mais elle ne m'avait pas dit précisément ce qu'elle faisait ce soir-là. Par contre, elle l'avait dit à son frère aîné. Et donc, c'est lui qui nous a appelés vers 1h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Éloignez-vous, madame, éloignez-vous. Pourtant, à ce moment-là, on se disait, probablement, elle a perdu son portable, probablement, elle est choquée, peut-être elle est blessée. Donc, on restait optimiste. Quand on a appris qu'il y avait eu cette fusillade, et puis une deuxième et une troisième, et le Bataclan, tout le monde s'est téléphoné pour savoir si tout allait bien. Et Justine, c'était la seule à pas répondre. Je suis de nature assez confiante, enfin en tout cas j'étais de nature assez confiante, et ça me semblait, j'y ai même pas pensé en fait qu'il ait pu lui arriver quelque chose à elle. Et quand son amie m'a dit qu'elle était blessée à l'estomac, ça m'a énormément rassurée. Et puis après, des numéros s'étaient affichés, donc on pouvait appeler la préfecture. On a passé la nuit à regarder les chaînes info et à appeler le numéro de téléphone qui s'affichait sur les écrans et qui ne répondait pas. Et puis on a réussi à avoir un service de la préfecture et là on nous a dit il y a des victimes,
mais elle n'est pas sur la liste des victimes. Donc c'est vraisemblablement qu'elle a été peut-être blessée légèrement, mais vous inquiétez pas. Ou alors elle n'était pas là, elle était allée au cinéma peut-être. Vers 5h ou 5h30 du matin, j'ai pu avoir finalement quelqu'un au téléphone avec ce numéro qui nous a dit, bon, nous n'avons pas de Lola Saline sur nos listes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est appeler dans les hôpitaux. On sait que les morts, en général, sont répertoriées beaucoup plus vite. Parce que, voilà, une personne morte, on prend ses papiers, on la note, et on passe à la personne suivante. On a appelé ces hôpitaux, ça répond pas, on finit par les avoir. Ils disent également, elle n'est pas sur les listes, on vous rappellera, bon, etc. Et puis, à 1h du matin, le téléphone a sonné. Il y avait 2 inspecteurs de police qui étaient chez le copain de notre fille, qui venaient lui annoncer, enfin lui faire voir une photo, lui demander s'il la reconnaissait, lui annoncer que Véro était morte. La procédure normale, réglementaire, juridiquement correcte, c'est que le décès doit être annoncé à la famille par un officier de police judiciaire. Et normalement, en personne, pas au téléphone. Le décès a été annoncé d'abord à des personnes qui n'étaient pas la famille. Il y a eu des messages de condoléances, je ne les ai pas vus heureusement, mais il y a eu des messages de condoléances sur les réseaux sociaux, alors qu'on n'avait pas encore l'information. Alors que Lola Saline, son cadavre était identifié sur le sol du Bataclan par la police judiciaire à 5h du matin. Ça, je le sais par le dossier d'instruction. Donc de 5h du matin à 18h, il y a 13 heures où on laisse la famille chercher. Je pense qu'on peut faire mieux. Identifier un corps, ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire en quelques minutes. Donc il faut prendre le temps de le faire bien, c'est ce que font les services de l'État, mais il faut expliquer aussi. Et c'est ça qui est douloureux, mais il faut expliquer aux proches des victimes qu'il vaut mieux prendre le temps de l'identification pour délivrer une information vraie et vérifiée, plutôt que de se tromper. Lorsqu'on est allé voir le corps à l'Institut médico-légal, c'était bien le corps de notre fille, etc. Alors que pour d'autres familles, il y a eu des erreurs dans la présentation du corps, des familles qui ont veillé sur le corps d'un enfant qui n'était pas le leur, etc. Être dans l'attente de l'annonce de la disparition d'un proche, c'est extrêmement douloureux. Et c'est sur ce temps-là que nous travaillons, en augmentant les moyens de l'Institut médico-légal, en aménageant avec des travaux, en aménageant les locaux pour que l'accueil des familles soit le plus humain possible et leur permette de vivre ces moments douloureux de la façon la moins pénible possible. C'est le 22 avril, c'est une journée exceptionnelle, je me rappellerai toujours, avec un rayon de soleil. C'était un matin fabuleux, et pas un nuage, il faisait bon. À l'époque, j'étais coursier donc à Paris, au 35 rue Marbeuf. J'ai posé mon 2 roues et je suis passé devant la voiture piégée à pied. Et à ce moment-là, il y a une énorme explosion qui a eu lieu. Je sens que je suis touché à la tête, je sens des éclats de verre dans la tête, j'ai la tête en sang. Et en fait, je me rends compte que je peux plus du tout marcher. J'ai la jambe pratiquement arrachée. Et j'ai eu la chance, il y a des personnes qui ont accouru très vite. Et en l'occurrence, une personne qui m'a pris en main, un pompier qui m'a fait un garrot. Je commençais vraiment à partir. Je suis arrivé à 5 de tension à l'hôpital. J'avais perdu presque 2 litres de sang. J'ai pas perdu connaissance. D'ailleurs, c'est un peu ce que les médecins n'ont pas compris. Pour moi, dans la tête, je pensais être amputé. Quand je vois cette photo, j'arrive pas à croire que c'est moi. J'avais plus de cils, plus de sourcils, plus rien. Heureusement que mes cheveux ont bien repoussé. Je me rendais absolument pas compte de l'état dans lequel j'étais. D'ailleurs, j'ai demandé à une dame si elle voulait bien téléphoner pour moi. Quand elle m'a regardée et elle a dû se dire c'est un fantôme, elle n'a pas voulu m'aider. Et c'est un jeune étudiant de la faculté de médecine de Cochin qui s'est occupé de moi, assise sur le trottoir. Et de là, on nous a emmenés dans un café et on nous a arrosés avec des lances à incendie pour éteindre le feu.
puisque j'étais complètement brûlée, ce qui m'a beaucoup apaisée. Et quand je suis arrivée en salle d'opération, j'étais toujours consciente. Et les médecins ont dit on va lui raser la tête. J'ai hurlé, j'ai dit pas question. On va lui enlever les bagues, j'ai dit pas question. Donc ils ont tout fait quand j'étais endormie. Hein. Voilà, et puis je me suis réveillée après, voilà. Il faut se battre, même si je le veux pas. Mon corps se bat pour survivre et les médecins sont là pour ça. On est un peu dans l'inconnu, on n'a aucune vision de ce qui va se passer après. On se dit finalement c'est une histoire peut-être d'un mois ou deux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est 2 ans de galère. Les opérations, les greffes de peau, les greffes qui marchent, les greffes qui marchent pas, le moral qui en prend un coup. Être sur un fauteuil roulant d'abord, c'est une résurrection. Parce qu'on réalise pas encore l'état de l'ampleur des traumatismes. On est au contraire, je revis. Ah, je vois du monde. Ah, je retourne dehors. Ah, je peux me balader même en poussant sur mon fauteuil avec ma meilleure amie qui me poussait là dans Paris quand j'ai eu ma première autorisation de sortie. J'étais content de remarcher, bien sûr. C'est important parce que on sort de l'ordinaire, quoi. On passe des mois sur un lit sans bouger et attendre que ça aille mieux. Et puis un jour, on nous dit qu'on peut y aller. Et donc, on a vraiment l'impression de franchir un palier, franchir des étapes, même si je savais qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Et j'ai masqué beaucoup des choses qui me diminuaient dans ma féminité aussi. Quand vous êtes une jeune femme de 35 ans, et d'un seul coup, votre corps, c'est plus du tout le même, il faut l'accepter. Et le temps d'acceptation, c'est un temps qui est long. Et c'est un temps qui est difficile à vivre. Il y a encore des jours où je pleure. Et je vais vous dire, par exemple, je ne sors jamais de ma salle de bain en me regardant nue de dos ma jambe. Parce que sinon, si je le fais, je passe une mauvaise journée. On se réveille le matin, on se dit est-ce que ça va aller j'espère. Et puis voilà, et la journée passe et finalement ça a été, on est content et puis on repart et puis le lendemain on se repose la même question et c'est tout le temps comme ça. Parce que quand on a un attentat grave, au fur et à mesure, il y a des aggravations au fur et à mesure des années. On dit que le temps efface, eh bien c'est apparemment l'inverse, quoi. C'est comparer ce qu'on était avant, ce qu'on faisait et ce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. Ça, c'est très dur de le surmonter. Il y a des personnes qui y arrivent facilement. Moi, j'ai un peu de mal, mais j'y arriverai, je pense. Comment passer à autre chose, même si la vie fait qu'on avance, alors que tous les jours, on a des douleurs qui sont de plus en plus présentes, parfois parce qu'on est fatigué, parce qu'on vieillit. Comment oublier quand chaque jour on se met des baskets, même à 40 balais, et qu'on ne peut pas être en jupe et se mettre les tenues qu'on veut. Et puis surtout, on n'a pas une vie comme on aimerait. On ne va pas courir après le bus, on ne court plus, on boite. Donc là, il a fallu beaucoup plus de temps pour me reconstruire un schéma corporel. C'est-à-dire de reconstruire une personne qui sera le nouveau moi. Un quartier bouclé, des parents horrifiés. L'incompréhension est totale à Toulouse après la fusillade devant un collège-lycée juif. On dénombre 4 morts, un enseignant de 30 ans et ses 2 enfants de 6 et 3 ans, ainsi qu'une élève de 10 ans. Un adolescent est également gravement blessé. Il était 8h du matin, j'étais à mon bureau et j'ai reçu un coup de téléphone de ma belle-fille. Elle était très brève, elle m'a dit « Jonathan est mort ». J'ai cru comprendre qu'il y avait un attentat. Je suis immédiatement parti pour Toulouse. Et là, je recherchais la seule chose qui m'apportait, c'est de retrouver mes enfants, mon fils et mes petits-enfants. Je les cherchais et je ne les voyais pas et j'étais pris de pièce en pièce, de lieu en lieu, et on me conduisait ensuite, la police, à un hôpital, ensuite c'était pas le bon hôpital, etc. Et c'est la première impression que j'ai eue, c'est qu'on avait pris mes enfants. Et je suis toujours encore à la recherche de mes enfants. Très souvent, les victimes vous diront qu'elles ont l'impression que le temps est suspendu, qu'elles sont dans une période de survie perpétuelle. La vie d'avant, elle a éclaté. Donc, il y a tous les morceaux qui sont là. Mais en fait, on se rend compte qu'on ne sait plus trop quoi faire avec. Alors certes, on continue à vivre, on continue à faire des choses, mais dans un mode d'automatisme, de survie, au jour le jour.
Il faut avoir envie de se lever tous les matins, il faut avoir envie de faire des choses, il faut avoir envie de vivre, il faut avoir envie de ne plus prendre de somnifères, il faut avoir envie de ne plus prendre tous ces médicaments qui vous aident à oublier. Il faut accepter que toute sa vie, on n'aura plus son enfant. Alors, je ne sais pas comment on peut accepter ça. Tout ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Je ne le fais plus pas parce que j'ai pas envie de le faire, je ne le fais plus parce que mon cerveau est incapable de gérer ça. Aller au cinéma, ça me demande un effort surhumain, parce qu'être enfermé dans une salle, dans le noir, avec d'autres gens, ça me panique. Lire, j'ai un vrai problème de concentration, donc j'arrive pas à lire un bouquin. Et moi, j'avais qu'une idée, c'était dormir. Dormir comme ça, au moins. Je pensais à rien, voilà. Et mon mari était omniprésent, et il a été costaud, il s'est occupé de nous. Puis après, il a un peu lâché pied, mais voilà. Dans un couple, on peut avoir deux personnes qui ont vécu la même situation, un qui va être super actif et l'autre qui va être prostré, et puis un mois plus tard, on retrouve le même couple, mais c'est l'inverse. Donc il n'y a pas de règle. La perte d'un enfant ne sera pas vécue, dans beaucoup de cas, de la même façon par le père et par la mère, qui se sépareront, j'ai envie de dire, quasi naturellement, sans même avoir de grief l'un envers l'autre. Nous, on nous demande qu'est-ce que je dois faire avec les victimes, comment je dois être, et il n'y a pas de réponse univoque. C'est-à-dire que parfois, elles vont avoir besoin en disant « mais on ne m'a pas demandé comment j'allais, on ne m'a pas apporté des condoléances, etc. » Donc elles vont revendiquer ce besoin d'empathie, de compréhension. Et puis parfois, elles vont dire « trop, c'est trop, il faut arrêter, là j'en ai marre ». Et c'est difficile de repérer les phases chez les victimes, les moments où c'est trop et les moments où c'est pas assez. Le pire qu'on puisse me dire, c'est « oh la pauvre ». Là, j'ai envie de les tuer, là. Il y a deux réactions en face qui sont mauvaises de la part de l'auditoire. Soit ça va être de l'hyper-compassion, hyper-empathique, et elle va vous prendre dans les bras, et puis à la limite, elle va commencer à pleurer, et puis finalement, c'est vous qui allez consoler la personne. Et vous avez la personne qui va être complètement angoissée, et qui va ne rien dire, et va vous enlever de la liste de vos amis, etc., parce qu'elle a l'impression que vous lui demandez de l'aide. Je suis allée à la cantine, je me suis assise à une table, et j'ai vu les gens passer autour de moi, personne ne me regardait, je n'existais plus. Alors ça fait drôle de voir que les gens n'osaient pas me parler. D'un côté, on a besoin de parler des victimes, de parler de son fils et de ses fils, une manière de perpétuer leur vie. Et de l'autre côté, quand vous en parlez, non seulement vous avez votre propre souffrance, mais indirectement, vous induisez une souffrance chez autrui. Et pour ma part, je le vis très mal. On est un peu vidé, en fait, son humanité. Donc, du coup, recevoir de l'humanité des autres, on peut, mais c'est un peu compliqué. Et puis, il y a un vrai truc, c'est que les victimes d'attentats, elles n'ont pas envie de parler aux gens. Elles ont envie de se parler entre elles. Pas parce que les gens ne peuvent pas comprendre, un petit peu, mais c'est surtout qu'on n'a pas envie. On veut vous protéger, en fait. On n'a pas envie de vous raconter ce qu'on a vu. On n'a pas envie de vous raconter ce que ça fait. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Et quelqu'un qui l'a vécu, je vais juste lui dire « ouais, mais parce que tu sais ». Ouais, je sais. C'était un tout bête souhait de se rapprocher des gens qui avaient vraiment vécu le même événement, parce qu'on était tous tellement sidérés qu'on sentait bien qu'on avait des choses à se dire et du soutien mutuel à s'apporter. Dans un premier temps, ça me paraît un peu normal que les victimes se regroupent entre elles, parce que c'est le même événement, on parle de la même chose, voilà. On a besoin peut-être d'un cocon comme ça, on était tous au Bataclan, donc on va se retrouver ensemble. Nous, on était plutôt sur les terrasses, donc on est plutôt ensemble. Nous, c'est des trucs il y a 30 ans, c'était un autre temps. On forme une famille, et ce soutien social de ses pairs est important. Mais aussi, il arrive un moment où on doit pouvoir s'en détacher. Parce qu'il faut faire attention de ne pas non plus se faire avaler par des... par les problèmes des autres victimes. Ça me mettait en effet dans une bulle peut-être protectrice, mais également qui enferme. Quand on aide les victimes à créer une association, on leur dit cette association, elle aura une durée de vie limitée. Et à un moment, il faudra reprendre chacun. Là, voilà, vous faites une partie du chemin ensemble, et à un moment, chacun reprendra son chemin personnel.
se passe en 83. Je dîne tranquillement dans un restaurant. Je ne suis pas une cible, je ne suis pas dans une zone à risque. Vous ne pensez pas à un attentat. Vous dites c'est le gaz. Puis le mot terrorisme et attentat, on ne le prononçait pas. Donc ce n'est que plusieurs semaines après, à l'hôpital, qu'on a commencé à m'expliquer que c'était une bombe. Personne ce soir n'a revendiqué l'attentat commis la nuit dernière contre un des plus grands restaurants parisiens, le Grand Véfour, au Palais Royal. L'explosion d'une bombe a fait 1 blessée grave et 11 blessés légers. Et puis j'ai commencé à me dire, mais comment font les autres ? Il y avait des problèmes de remboursement de soins, il y avait des problèmes psychologiques, il y avait des problèmes sociaux, il y avait des problèmes professionnels. Enfin, on découvre avec mon mari un monde invraisemblable de gens à l'abandon. Les victimes tombaient dans l'oubli, on effaçait les traces des dégâts matériels très rapidement, en quelques jours, quel que soit le prix à payer pour effacer les dégâts matériels, parce qu'il ne fallait pas laisser de traces visibles et que les victimes étaient oubliées au fond des hôpitaux. Maintenant, grâce à l'association et au large mouvement d'opinion, les victimes sont sorties enfin de l'oubli et la France entière a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait faire jouer la solidarité nationale. Je pense qu'il a fallu vraiment lutter pour avoir un statut de victime et qu'on nous accorde de l'importance, ça j'en suis persuadée. Heureusement que SOS Attentat a travaillé dans le bon sens pour qu'on soit reconnu par l'État, parce qu'avant, il n'y avait rien. Les victimes passées du terrorisme seront totalement indemnisées pour les dommages corporels qu'elles ont subis. Pour l'avenir, l'amendement déposé par le gouvernement prévoit que les victimes d'attentats seront rapidement et intégralement indemnisées pour tous les préjudices subis, physiques et professionnels. Et ça, je tiens à l'affirmer haut et fort. Ce fonds est une institution unique au monde. Réellement, indemnisation intégrale de tous les préjudices. Un financement original qui ne dépend pas du budget de l'État, qui est une contribution de solidarité nationale sur chacun de nos contrats d'assurance de biens, moyennant quoi ce fonds dispose de moyens financiers importants. En Belgique, le système d'indemnisation est différent, c'est-à-dire qu'il appelle à l'assurance privée. Mais il n'est pas forcément moins bon que le système français. Il faut être très clair, le fonds de garantie indemnise toutes les victimes quand l'événement a lieu en France, quelle que soit la nationalité, et indemnise les victimes françaises quand c'est à l'étranger. Que l'on soit victime d'un attentat qui a eu lieu à Paris ou que l'on soit victime d'un attentat qui a eu lieu à Ouagadougou ou à Grand-Bassam, comme c'était le cas récemment, on doit avoir évidemment les mêmes droits, la même reconnaissance, le même soutien de l'État et de la nation. Les victimes n'ont pas de frontières. Il faut aussi avoir le courage de dire que c'est une matière extrêmement technique, extrêmement complexe. L'indemnisation, d'abord, c'est des années d'attente que l'état de santé soit consolidé, comme on le dit, à coup de témoignages, lettres, certificats à aller chercher auprès du club de gym où on faisait de la gym, des copines avec qui on allait danser, des photos d'enfance pour montrer qu'on savait sauter l'élastique, qu'on était donc une enfant et une jeune femme normale. Ça, il faut le montrer, quoi. Parce que si on ne le montre pas, eh ben, ils ne vont pas le prendre en compte. Donc ça, c'est quand même assez dur. Il n'y avait aucun côté humain. Le fonds de garantie traitait un dossier avec un préjudice matériel, un préjudice moral, et le fonds de garantie à l'époque ne savait traiter que les dossiers plutôt automobiles. Hein, vous voyez. Donc la démarche d'indemnisation était plutôt celle-là. Une victime, ça vaut tant, parce qu'elle a tel âge, parce qu'elle a telle perte de revenus, parce qu'il n'y a pas de perte de revenus, parce qu'il y a des enfants, pas d'enfants, voilà. On a vraiment l'impression de passer devant un tribunal. On vous jauge, on vous regarde, ah ben ça va bien de ce côté, ah ben ça va mieux, etc. C'est horrible. Moi j'ai été très agressive avec les médecins qui m'ont expertisé parce que c'est une forme d'humiliation. Vous avez des experts en face de vous qui vous disent, vous savez, on peut très bien vivre sans pied, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. On se retrouve à devoir justifier continuellement de tout. On doit justifier des souffrances psychiques, on doit justifier de pourquoi est-ce qu'on est en incapacité de sortir de chez nous, pourquoi est-ce qu'on est en incapacité de retourner au cinéma, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler. Puis après, il y avait le problème des victimes comme nous, qui avions une fille qui était célibataire, elle avait un copain mais elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant.
Elle était étudiante, si disait qu'elle avait un travail temporaire. Donc, aucun préjudice financier, aucun préjudice matériel, un seul préjudice moral. Mon mari m'a dit un jour, notre fille ne vaut moins cher qu'une voiture. Mais je lui ai dit, à combien tu l'estimes? Il me dit, elle n'a pas de prix. Mais oui, d'accord, elle n'a pas de prix. Donc, le préjudice moral est très difficile à estimer. C'est totalement hallucinant qu'il y ait autant un parcours du combattant pour les victimes, pour se faire reconnaître en tant que victime et pour être accompagné dans les démarches administratives. Nous y travaillons puisque nous avons même revu, nous sommes allés, mais mon équipe est allée jusqu'à revoir les courriers pour qu'ils s'adaptent à chacun, que les mots utilisés soient les bons mots, qu'il n'y ait pas de maladresse, parce que les maladresses sur des victimes traumatisées, ça peut rajouter de la souffrance à la souffrance. Et humaniser, c'est aussi ça. C'est trouver les bons mots. Et ça ne s'invente pas. Pour moi, le bon système, c'est le système où la victime se sent bien traitée. C'est pas simplement qu'une somme d'argent. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être ce qui pêche en France, c'est, dans le système indemnitaire, c'est la reconnaissance. La loi de finances reconnaît donc enfin, après 3 ans de combat, le statut de victime civile de guerre, et ceci grâce au secrétariat d'État aux anciens combattants. Ce statut va nous permettre d'obtenir les soins gratuits, d'obtenir les appareillages gratuits, l'accès aux centres de soins réservés aux militaires et le statut de pupille de la nation pour les orphelins. Pupille de la nation, c'est un très beau symbole. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Quand on dit pupille de la nation, l'État prendra en charge les frais de scolarité. Ce n'est pas vrai. L'État, être pupille de la nation, vous dispense de payer des droits d'entrée à l'université, ce qui est quand même pas la même chose. Moi, je pensais que ça donnerait ça donnerait des avantages à ma fille, mais en fait, je vois pas comment je peux utiliser ce statut pour aider ma fille qui est handicapée. C'est un geste, je ne peux pas dire généreux de la France, mais dans le vocabulaire, je trouve que c'est une notion généreuse de dire que la France adopte ma petite fille. Absolument. Le premier statut qu'on a obtenu en 90 rétroactivement jusqu'à 86, c'est celui de victime civile de guerre hors guerre, qui nous ouvrait un certain nombre de droits. Et alors ça, c'était positif. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas lisible, qui n'est pas compréhensible, pour toutes sortes de raisons, parce qu'effectivement, on ne comprend pas bien... c'est une guerre, c'est pas une guerre, on est victime de guerre, mais en dehors de la guerre, c'est pas compréhensible. Aujourd'hui, à des jeunes qui sont rescapés des terrasses ou du Bataclan, on va leur dire « Oui, vous êtes ressortissants de l'Office national des anciens combattants et des victimes civiles de guerre ». Quand on leur dit ça, ils vous regardent les yeux écarquillés, ils ne comprennent pas. La première fois qu'on m'a dit que j'étais reconnu comme victime de guerre, j'ai pas compris ce mot-là. J'avais pas eu l'impression d'être parti à la guerre, quoi. Ça me faisait sourire quand, dans le train, je tendais ma carte et que je voyais la tête du contrôleur en disant « Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour être? Dans quelle guerre elle a pu être ?» On est au front, sans l'avoir voulu. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes visés. C'est pas en visant quelque chose d'autre que nous sommes atteints. Si vous prenez le Bataclan, ce sont des scènes de guerre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Quand vous prenez les terrasses, c'est pareil. Quand vous prenez Charlie Hebdo, c'est exactement pareil. On a connu un acte de guerre dans une société en paix. Et donc, il y a un énorme décalage entre nous et le reste de la société. La cohésion de la nation a été visée. Donc, il fallait que la nation réponde à cette agression et réponde par une grande solidarité. Jour de deuil national en France, minute de silence à midi dans les écoles, les services publics, trafic RATP interrompu et drapeaux en berne. Tout le pays rend hommage aux victimes de la tuerie. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes de France, mais aussi à Londres, New York et Rio, pour dire leur solidarité avec Charlie Hebdo. Ce qu'on a appelé la première victimologie était lié à une approche de la victime coupable. Et les victimes de Charlie, de janvier 2015, répondaient un petit peu. On est victime parce qu'on est caricaturiste. En revanche, dans la deuxième victimologie, c'est n'importe qui peut être victime. Et effectivement, les victimes de novembre 2015 étaient plus de cet ordre-là. N'importe qui peut l'être. Le but du jeu, c'est que tout le monde se sente en danger. Et c'est vrai que l'impact dans la population n'a pas été le même. C'est-à-dire qu'il y a eu des identifications peut-être
presque plus facile pour les victimes des attentats de novembre 2015, qui étaient, ça peut être n'importe qui, il suffit que je sois dans une salle de concert, une terrasse, et je peux être visée, que pour janvier 2015, où quelque part c'était presque protecteur de dire « Ah ben c'est eux, moi si je fais pas ça, je ne suis pas tout à fait concernée ». Donc il y a cette espèce de bien-pensance en fait aujourd'hui où on essaye de chercher un peu des excuses constamment aussi. Nous au Bataclan on l'avait bien cherché parce que voilà, on écoute du rock. Charlie l'ont bien cherché parce qu'ils ont été trop loin dans les caricatures. Hypercacher ils l'ont bien cherché parce que c'est des juifs. En fait on l'a toujours bien cherché, mais en fait on ne cherche rien du tout. Juliette Miadel, je suis secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes auprès du Premier ministre. Le secrétariat d'État a une vision qui est inédite, puisqu'il doit coordonner l'action de chaque ministère pour aider les victimes. Je sais ce que vous ressentez encore aujourd'hui, ce que vous éprouvez. Il y a cette volonté qui est la nôtre de reconnaître les victimes, c'est-à-dire toutes les victimes, et les victimes des attentats en particulier. Dans les heures qui ont suivi la création de ce secrétariat d'État, on a tout de suite compris qu'il allait évidemment falloir l'élargir. Donc, en réalité, si le contexte était celui du contexte post-attentat, il y a une prise de conscience au sommet de l'État qu'il fallait un continuum dans la prise en charge des victimes de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs, d'attentats, qui sont toutes, en réalité, des victimes gravement traumatisées. Pour moi, les victimes des grandes catastrophes ou des inondations présentent le même type de troubles que les victimes du terrorisme. Mais le statut de victime civile de guerre veut bien dire ce que ça veut dire. Le terrorisme est une nouvelle forme de guerre, ce que ne sont pas les catastrophes. Chaque fois qu'il y a un crash aérien, on est presque soulagé quand on sait que ce n'est pas un attentat. Pourtant, ça ne change rien au nombre de morts. Mais nous, en tant que société, on est soulagé que ce ne soit pas un attentat. Ça prouve bien que ça n'a rien à voir, qu'il y a une dimension autre. Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une victime de terrorisme et une victime de catastrophe naturelle. C'est un sujet qui m'est... Enfin, c'est une réponse qui m'est propre. Je pense que les victimes de terrorisme sont des victimes spécifiques. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Un des sujets, c'est la question de la liste unique des victimes, qui est un outil judiciaire, mais qui permet de fait de pouvoir être indemnisé et qui est en train de rentrer dans les mœurs comme un véritable outil de reconnaissance du statut de victime. Alors après, il y a différents cercles qui sont définis, notamment pour l'établissement de la liste unique des victimes, où il y a le premier cercle, c'est les personnes décédées, le deuxième cercle, c'est les personnes blessées, le troisième cercle, c'est les personnes impactées, qui étaient présentes mais qui sont ni blessées corporellement ou psychologiquement. Reste tout le problème de ceux qui n'ont pas été enregistrés sur cette fameuse liste initiale, qui doivent apporter la preuve de leur présence. 3 modes de preuve: dépôt de plainte, certificats médicaux attestant dans les jours qui ont suivi de troubles, et des témoignages. On est victime, je veux dire, je vais quand même pas justifier du fait que j'ai passé 3 heures dans une loge avec un terroriste qui a essayé de nous buter et de rentrer à plusieurs reprises. Donc on en vient presque à devoir s'excuser de ne pas être blessé, à devoir s'excuser de ne pas être décédé. Ah mais comment ça se fait que toi t'es vivant? Pourquoi t'es pas blessé? Tu y étais vraiment? Ouais, j'y étais vraiment. Ouais. Lors d'entretiens, on a des victimes qui spontanément nous disent finalement j'aurais préféré avoir une balle, parce que j'aurais pas eu à prouver que je suis victime ou j'aurais une blessure qui est visible. Je pense que les victimes d'attentats sont les personnes qui étaient présentes sur les lieux, qu'elles soient mortes ou non, qu'elles aient survécu ou non. Moi, je me considère pas comme une victime, mais plus comme un dommage collatéral. J'habite à Bastille, donc à 100 mètres. Et malheureusement, on a déjà eu l'an dernier Charlie Hebdo, donc c'est vraiment un quartier maudit. J'arrive pas à réaliser, c'est pour ça que ce matin, je voulais venir ici, vraiment me rendre compte. Voilà, je suis complètement effondrée. On a eu aussi des personnes traumatisées derrière leur écran de télé. Alors, il y en a qui nous appellent en disant « je suis affolé par ce qui se passe à Vichy ». On leur dit « éteignez la télé ». Bon, alors gentiment, on leur fait comprendre que pour autant, elles ne sont pas victimes du terrorisme.
Aujourd'hui, effectivement, le terme de victime, on l'emploie pour tout. On est même victime d'un cancer. Autrefois, on disait malade. Maintenant, on est victime de tout. Et c'est vrai que c'est devenu un terme fourre-tout. Tout le monde est victime. Donc même parfois, dans les médias, on entend victime, victime, victime. Mais parfois non. Et des fois, pour nous, c'est difficile d'expliquer. Vous n'aurez pas droit à certaines choses parce que vous êtes impliqué. Vous passez tous les jours par ici. Vous avez vu la scène de loin. Mais vous n'êtes ni victime, ni même traumatisé pour autant. Et c'est compliqué parce qu'il y a cette idée que parce qu'on est impliqué d'une façon ou d'une autre, on est victime. On est victime, c'est un état. C'est un état qui doit être temporaire. Il faut dépasser cet état. Et nous, on essaye de leur apporter de l'humanité pour leur permettre de reprendre le cours de leur vie. Ma manière, moi, de me sauver, en tout cas de me protéger, c'était que je ne suis pas victime d'attentat. Je le sais que je le suis. Je ne le renie pas, contrairement à ce que pensent certains. C'est pas nier ce que je suis, c'est pas nier ce que j'ai vécu. Je ne veux pas me présenter aux yeux des gens en tant que victime d'attentat. Je ne considère plus que je suis une victime. Je considère que j'ai été victime d'attentat et que je suis quelqu'un d'handicapé. Disons que, même mieux que ça, je considère que je suis un être humain handicapé. Et après, si on me pose la question, je dirais, j'ai été victime d'attentat à telle date. Il y a des forces qui vous dépassent, qui dépassent ce que vous pensez être capable de faire. Moi, très rapidement, je suis sur mes coudes. Parce que je me suis dit, ah ben c'est ça la mort, eh ben je veux la regarder en face. La première thérapie, c'est de raconter 1 fois, 10 fois, 50 fois, jusqu'à ce que l'événement perde de son côté violent et dramatique. Si vous avez l'impression que c'est rien, ça va se promener quelque part et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, ça va vous revenir en pleine figure. Il faut une prise en charge immédiate de ce type de traumatisme parce que ça revient toujours à la surface comme un cadavre. Il y a quelque chose qui est mort en vous ce jour-là, il faut que ça sorte. Si ça sort pas, ça va pas. Dans les années 80, on n'avait pas de cellule psychologique, donc on était livrés à nous-mêmes, on a appris à se reconstruire. Mes proches ont toujours été près de moi, ça m'a beaucoup aidé. Pour les personnes qui sont entourées avec beaucoup d'amour, etc., ça aide beaucoup à s'en sortir. Moi, j'ai pas eu besoin de suivi psychologique, par exemple, j'en ai pas eu besoin. Contrairement à ce qui a été écrit partout, j'ai reçu aucune aide de ce côté-là de personne. Personne n'est venu me voir, on peut vous aider ou quoi aux caisses, non. Bon, l'accompagnement a été inexistant, si ce n'est Françoise Rudetsky qui a toujours été présente. Elle téléphonait régulièrement, elle essayait de savoir si elle avait besoin de quelque chose. Bon, à part elle, il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune prise en charge. Ce qui est d'autant plus aberrant que le syndrome de stress post-traumatique est connu depuis 14-18 quand même. À l'époque, lorsque j'ai commencé, effectivement, dans le réseau, il y avait une vingtaine de psychologues. Maintenant, il y en a près de 200. Et il n'y avait pas la même attention aux victimes. C'était l'oublié de l'appareil judiciaire. Donc il a fallu un mouvement très lent au départ. Et puis surtout les attentats 95 qui ont déclenché une prise de conscience. Créées après l'attentat du RER Saint-Michel en 1995, les cellules d'urgence médico-psychologique sont désormais sur tous les fronts. Des catastrophes naturelles aux accidents industriels, des prises d'otages aux fusillades, il suffit qu'un événement violent ait une dimension collective pour déclencher cette prise en charge rattachée au SAMU de chaque département. Lorsque les psys interviennent dans ce temps de l'urgence, il est important que ce soit une proposition et jamais une obligation. C'est pas un temps de psychothérapie, c'est un temps de mise en lien. C'est-à-dire dire, on est là auprès de vous, maintenant, on vous écoute, mais demain, après-demain et plus tard, il y aura aussi quelqu'un pour vous aider. C'est là l'intérêt de l'intervention en urgence. Ce sont des hommes, ce sont des femmes de tous âges. Et ce qui est le plus marquant, c'est donc cette détresse, cette angoisse. C'est aussi le fait qu'ils revoient la scène sans cesse. Ils ne réalisent pas bien. Ils ne peuvent pas mener leurs tâches quotidiennes comme d'habitude. Ils ont la tête prise comme dans un étau, disent-ils. Le traumatisme psychique suppose une exposition directe. J'y étais, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti. C'est une nécessité. Il n'y a pas de trauma sans exposition directe. Pour les proches,
c'est plutôt de l'anxiété par rapport à leurs proches. Qu'est-ce qui est arrivé? Et si la personne, la victime directe est décédée dans l'événement, ces personnes sont en deuil. Ce n'est pas du traumatisme. J'ai vu une dame avec du sang, là, ici, sur la joue. J'ai pas compris. Moi, j'étais apeuré, choqué. Je suis ressorti, je suis parti. J'ai dit, je vais rentrer. Et en me tournant, j'ai vu les CRS, les flics, tout le monde. Et je me suis dit, ben, t'as échappé à la mort. C'est pas qu'on est confronté à la mort, hein. On traverse la mort. On passe à travers. Tout ça a tellement pas de sens que notre cerveau, il essaye continuellement de créer des connexions et d'essayer d'expliquer les choses, de chercher du sens à l'insensé. Et dans le sens à l'insensé, c'est j'ai failli, je suis pas, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Il y a des sentiments qui sont inhérents au traumatisme psychique. Il y a la honte et la culpabilité. La honte, c'est qu'est-ce que j'ai pas su faire? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? J'ai pas eu le courage. Je me suis sauvée. J'ai pas réussi à sauver les autres. Et ça, je l'ai beaucoup entendu suite aux attentats, notamment par des policiers qui disent mais j'avais des collègues, j'ai même pas été capable de les aider. Puis vous avez la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma faute? Et ça, c'est inhérent au trauma. C'est-à-dire que plutôt que de se dire c'est le hasard, ça peut me retomber dessus demain, après-demain, il vaut mieux être coupable que rien. Et en fait, c'est un cauchemar qui dure. Et c'est un cauchemar dont on ne se réveillera pas. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ça existe, c'est là. On culpabilise parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai chié en fait? Qu'est-ce que j'ai foutu dans ma vie à un moment donné pour me retrouver dans ce truc-là? Après un attentat, les victimes ont besoin d'accompagnement psychologique, d'un accompagnement par des professionnels, par des psychiatres. Et je plaide pour que les cellules d'urgence médico-psychologiques se réunissent pas seulement dans l'urgence, mais qu'elles puissent accompagner tout au long du parcours de reconstruction des victimes, qu'elles puissent accompagner les victimes dans cette reconstruction. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le travers qui consiste à systématiser le recours au psy. Nous, on est plus sur le vivre avec cet événement. Il sera toujours là, il fait partie de votre histoire familiale. Et tout le défi, c'est de le contenir dans une place limitée. Que cet événement ne vous envahisse pas ou n'interfère pas dans votre quotidien. Moi, c'était la rentrée scolaire, le 17 septembre. J'étais en cours de philo. Au fond de la classe, près du radiateur, sous la fenêtre. Et je discutais avec ma collègue. Et d'un seul coup, ça a explosé. Et puis après, on est sortis dans un silence de mort. Ça criait au loin, mais nous, on ne criait pas. C'est des zombies qui sont sortis de la salle. Oui, il y a eu un mouvement de panique. Il y a quelques élèves qui ont eu des petites crises de nerfs. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de sang tout de suite et ça a été une panique, ça impressionne, disons. Il y a eu plusieurs rassemblements devant le lycée, moi j'ai participé à un seul. On a parlé un peu avec les profs. On a repris avec une espèce de gêne de ce qu'on avait vécu et puis ça a été fini. Le traumatisme, malheureusement, il est différent selon les personnes, mais enfin il est là, quoi qu'il arrive, il est là. Il est petit ou il est grand, il est petit au début puis grand après, il est grand au début puis petit après, mais il est là. Hein. Et puis il sera là tout le temps. Le symptôme principal du traumatisme, c'est ce qu'on appelle les répétitions, c'est-à-dire revoir la scène dans toutes ses dimensions sensorielles. Je revois telle chose, j'entends les bruits, j'entends les cris, je sens l'odeur, etc. 14 juillet, un pétard, un bruit, une odeur de soufre, tout de suite, effectivement, j'ai des souvenirs qui me reviennent en tête. Le bruit d'une bouteille de champagne, on va ouvrir une bouteille de champagne, je m'éloigne. Le détonateur, c'est venu d'une image, en fait. C'était l'attentat du boulevard Saint-Michel. Et c'est en ça que l'image est très dangereuse pour les gens. C'est que ça peut vous réactiver des souvenirs traumatiques. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des réminiscences, à ce que ça me hante, me parasite, mais j'ai commencé à travailler là-dessus 18 ans après l'événement. Hein. Ce qui est terrible, c'est les dates anniversaires, où la victime se revoit, mais là, c'est même plus sur les réseaux sociaux, c'est sur les grandes chaînes de télévision, se revoit dans l'état où elles étaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après. Il y a parfois certaines victimes qui vont avoir besoin de se réinjecter cette scène à travers les médias, c'est-à-dire que les médias vont venir entretenir leurs symptômes.
On en parle parfois dans les entretiens, il y en a qui disent « je ne peux pas m'empêcher de le faire » et puis d'autres nous disent « je ne peux surtout pas en parler ». Je me souviens par exemple d'une victime des attentats 95, je l'ai revue 7 ans après au moment du procès, elle m'a dit « pendant 7 ans je n'ai pas regardé les infos ». La grosse différence dans ce qu'on a à vivre en tant que victime d'attentat en 2016 par rapport à 1985 par exemple, c'est qu'il y a une instantanéité de l'information tout le temps. On a des grandes chaînes qui montrent ces images-là d'atrocités, de terrorisme, de personnes défigurées, de personnes blessées. Et ça, c'est juste insupportable pour les victimes. Et ils ont ce droit à l'image encore plus dans ces moments-là. Si un jour j'ai des enfants, j'ai pas spécifiquement envie qu'ils retrouvent des photos de leur papa et de leur maman en pleurs, couverts de sang, terrorisés, avec des couvertures de survie, parce que l'image est extrêmement violente. On n'a pas envie d'avoir ce souvenir-là qui reste. On n'a pas envie que ce soit ce souvenir-là qui reste de la personne. Vous savez, quand un objet est cassé, s'il a de la valeur, on essaye de le restaurer. Il y aura toujours ces cicatrices. Mais néanmoins, il aura un aspect qui sera quand même plus beau que lorsqu'il était cassé. C'est ça la restauration. Donc on ne reconstruit pas quelque chose avec des objets disparates où on essaie de rebricoler quelque chose. Non, c'est l'être humain avec ses cicatrices, mais qui va pouvoir vivre avec. Alors on n'oubliera pas ce qui s'est passé, mais on ne sera plus comme avant non plus. Néanmoins, il faut qu'on puisse progresser. Il faut reprendre le cours de sa vie. C'est ça qu'on essaie, revenir dans le monde des vivants. Bonjour, un flash spécial pour vous dire que le DC-10 d'UTA disparu a été localisé par un transal militaire français ce matin en territoire nigérien, à 650 km au nord-ouest de N'Djamena. On l'apprend de sources militaires à Paris. On s'est dit qu'on ne saura jamais rien. Et ma mère avait refusé à l'époque de se constituer partie civile, disant que ce n'était pas nous de mener l'action judiciaire, c'était à l'État français de le faire. En France, on a un système qui est très favorable aux victimes, puisqu'elles peuvent se constituer partie civile, elles peuvent avoir accès aux dossiers judiciaires, et elles peuvent même demander des actes d'investigation. Pourquoi cette violence? Pourquoi on se pose plein de questions, et en fait, on n'a pas beaucoup de réponses. Qui a fait quoi? Comment? Par quels moyens? Qui a financé? Qui... Alors, la difficulté, après, c'est d'avoir les personnes dans le box et qu'elles soient jugées. Au moment du procès, il y a cette attention aussi, on passe une journée complète, parfois plus, sur la personnalité de l'auteur. Très rarement sur la personnalité de la victime. Surtout quand on est dans des crimes de masse de cette façon, où elles ont tendance à disparaître. Derrière des chiffres, derrière un numéro, derrière un bilan, effectivement. Mais c'est vrai que leur travail consiste à se dire, ce qui est important, c'est ce que j'en fais moi. Et ça, il faut une grande force psychique. Moi, je vous dis, et c'était fou, parce que j'avais les jambes qui tremblaient, mais dès l'instant où j'ai tenu la barre, et que j'ai senti ma voix qui sortait, j'ai dit « elle est à moi, cette voix-là ». On avait une grande photo de notre fille, je crois que c'est celle-là d'ailleurs, que mon mari tenait devant lui, en face d'eux, pour qu'il voie. Et ces gens-là ne voulaient pas regarder. Ils refusaient de voir leurs victimes. Puis on a découvert le personnage, bien évidemment, puisque au tribunal, on a vu son arrogance, sa façon de jouer avec les gens. Et puis, je veux dire que moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est la fascination pour les bourreaux. On parle beaucoup des terroristes, on sait tout d'eux, on sait qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont mangé la veille, mais on s'en fout. J'ai jamais voulu prononcer le nom de famille de l'assassin, parce qu'à partir du moment où on prononce un nom de famille, c'est qu'on lui reconnaît une étincelle d'humanité, ce que j'ai toujours refusé de faire. Les victimes, très souvent, au départ, ont des sentiments très ambivalents par rapport aux auteurs. Je ne connais pas les auteurs, donc je ne peux pas être en colère. J'éprouve un sentiment d'injustice, ça oui, parce qu'il n'y a rien, et on n'a pas de procès, on n'a rien du tout, donc j'estime que c'est injuste. Mais de colère contre les auteurs, quand je les connaîtrai peut-être. J'ai pas de haine, j'ai pas de colère, ça fait partie de la vie malheureusement. Je crois qu'on est tous victimes de quelque chose un jour, sans que ce soit grave ou pas grave, mais il y en a qui disent que c'est la fatalité, j'ai envie de dire que c'était un peu ça. C'est la faute à pas de chance, quoi, tout simplement. On m'a posé la question déjà plusieurs fois si j'avais de la haine envers les personnes qui ont tué Justine et tous les autres. Et c'est vrai que j'ai bien réfléchi et non. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est la base. C'est la base parce que si on renourrit pas les gens avec du beau,
en fait, il y a tout le moche qui prend toute la place. Et en fait, cette violence-là, moi, j'en veux pas, parce que c'est cette violence-là qui m'a tapé dessus, quoi. Donc pour moi, c'est pas possible. Je peux pas accepter qu'ils gagnent doublement, qu'ils aient gagné à l'instant T et qu'ils gagnent dans l'après, parce que je me transforme en exactement ce qu'ils sont eux, c'est-à-dire une haine de tout, une détestation de tout. Aucune des victimes que j'ai rencontrées n'en veut ou ne souhaite être dans un discours de vengeance. Elles veulent que l'on instruise les jeunes générations à des fins de paix, à des fins de rassemblement de la nation, à des fins de tolérance. Elles redoutent précisément tout message qui tendrait à monter les Français les uns contre les autres. Le mot attentat, je le vois vraiment différemment aujourd'hui. Et dès que j'apprends par les médias qu'il y a eu un attentat quelque part dans le monde, ça me choque beaucoup plus qu'avant. J'arrive pas à réfléchir comme je réfléchissais avant. Je me rappelle pas comment j'étais dans ma tête avant ça. Quand on regarde les photos et quand on regarde les films, surtout dans les films où vous avez le gestuel, vous avez la voix, plus le temps passe, plus c'est invivable et on regarde même plus. Moi, je me réveille le matin, ma première pensée pour elle, et je me couche le soir, ma dernière pensée pour elle. Pas un jour depuis 95, c'était différent. Les dates anniversaires, le 3 décembre, je l'oublie. Donc je pense que je guéris, quoi. C'est horrible à dire, mais ce que j'ai gagné en humain, en enrichissement, de rencontres et compagnie, pour ça, oui. Pour ça, je serais prête à le revivre, parce que ça, j'ai jamais vécu de ma vie. Moi, 29 ans après l'attentat, je peux dire que malgré l'attentat, j'ai eu une vie épanouie. Je me considère maintenant comme un miraculé quelque part, et puis un chanceux, parce que en fait, c'est que du bonus, quoi. 34 ans après, je suis encore là, quoi, et je me suis reconstruit. J'aurais pu mourir à 18 ans. Et en fait, j'ai eu la chance, dans mon malheur, de me reconstruire et de repartir de l'avant, et puis et de finir cette vie-là le mieux possible, quoi. Parce que c'est ça le rêve c'est ça la vie, quoi, finalement.